outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues de l'Assemblée, si j'avais une phrase pour tenter de définir et de décrire l'ambiance actuelle, je citerai volontiers celle de Martin Dugard, que voici. Plus l'heure est grave, plus on joue à cache-cache avec soi-même. En effet, les esprits sont ailleurs, tous branchés sous les présidentielles qui ont eu lieu en avril 2017 et les législatives qui suivront dans la foulée. On parle d'ébranlement, voire de chambardement possible. L'incertitude règne. Dans ce nouveau contexte délétère, tout est permis. Et les promesses suivent allègrement la courbe des enchères. Prenons ça et là quelques exemples concrets. On prône l'égalité réelle, mais elle reste inachevée tant en matière de représentativité syndicale, hélas, que dans le domaine sportif. On reconnaît l'importance des besoins en logement au regard des enjeux démographiques. On précise que les sociétés d'économie mixte peuvent utiliser le crédit d'impôt pour financer les opérations dans le logement intermédiaire. Savez-vous que les SEM sont toutes en faillite et même en phase de liquidation? On vante les prouesses de la DOM. Cette agence de l'outre-mer pour la mobilité fonctionne comme un bumidum bis, puisque par ce biais, le dépeuplement de la Martinique continue de plus belle. En cette matière, la solution à préconiser est l'embauche prioritaire sur place à diplôme équivalent. Tout compte fait, on a stoppé l'élan, on a rétrogradé de plusieurs rangs, on a diminué les moyens de façon drastique, puisqu'en réalité, contrairement à ce qu'il est proclamé, les crédits baissent de 2,2% en autorisation d'engagement et de 3,9% en crédit de paiement. Et plus grave encore, on a bloqué, là où il existe quelques perspectives porteuses d'avenir. Globalement, la situation est plus détériorée et critique qu'avant. Si, en période de crise, on peut concevoir et admettre une dose de restriction et d'austérité conséquente, pour autant, il est inconcevable et irresponsable de l'aggraver de façon délibérée. Dans ces conditions, s'il manque une voix à l'appel à l'unisson, souffrez que cette voix soit la mienne. Madame la ministre, tout d'abord, merci pour le dégagement rapide du fonds de secours pour nos collectivités martiniquaises après le cyclone Mathieu. Mais ma question ne porte pas tant sur le fonds de secours que sur le Fonds national de gestion des risques agricoles qui, applicable aux agriculteurs de France hexagonale, ne bénéficie pas aux agriculteurs d'outre-mer. Ce n'est pas normal. Je vous sais attaché à l'égalité réelle. Elle doit être aussi existante dans ce domaine. Les agriculteurs d'outre-mer, en effet, contrairement à leurs homologues métropolitains, ne peuvent avoir recours au FNGRA pour l'indemnisation des maladies animales et végétales lorsque celles-ci sont liées à des calamités climatiques. Et l'article L. 371-13 du Code rural rend les agriculteurs d'outre-mer carrément inéligibles au fonds de calamités agricoles. J'ai déposé un amendement dans le cadre du projet de loi sur l'égalité réelle. Je veux supprimer cette injustice qui frappe de plein fouet, notamment les petites exploitations agricoles. Êtes-vous favorable à cette initiative qui mobilise d'ailleurs volontairement les professionnels de la filière banane? Il peut y avoir aussi d'autres pistes, également indolores pour l'État à long terme. Je rappelle par exemple que le règlement du développement rural, FEADER, n'interdit pas
que des fonds interviennent pour des raisons climatiques. Chaque région ou collectivité territoriale pourrait donc également s'inscrire dans son plan de développement régional, PDR, une ligne dédiée au fonds de secours calamité agricole qui se déclencherait à partir de 30% de pertes. Pouvez-vous nous préciser ici l'état de votre réflexion en la matière? Monsieur le député, nous avons eu l'occasion de parler de ce sujet en commission élargie. Il s'agit bien sûr du régime annexe des artisans et des professions libérales qui, aujourd'hui, se caractérise par une absence totale de plafonnement dans le cadre du dispositif qui exonère à 100% les 2 premières années et à 50% à partir de la 3e année. Concrètement, certains bénéficiaires à des niveaux de revenus élevés, voire très élevés, continuent à bénéficier d'un dispositif très avantageux tout au long de leur vie professionnelle. Alors, vous l'avez dit, on est dans le contexte que vous avez décrit, et dans ce contexte, j'ai validé le principe d'un plafonnement du dispositif ETI qui s'annule désormais lorsque les revenus des personnes dépassent les 2,5 PASS, qui est le plafond annuel de la sécurité sociale, et c'est l'équivalent de 96 000 € bruts par an. De là se posait la question de savoir comment est-ce que nous devions rythmer la dégressivité de ce dispositif. Alors on a décidé de faire décroître le bénéfice de l'exonération, non pas à 1,1 PASS, c'était la proposition de départ, et nous, qui tourne autour un peu moins de 3 000 €, et nous l'avons remonté à 1,5 PASS. Donc à partir de ce moment-là, nous avons des paliers. Sans entrer plus dans les détails, ce que j'ai voulu faire par là, c'est un dispositif juste, avec une dégressivité juste, qui protège nos ETI et qui ne porte pas atteinte à ceux qui ont des revenus justes, des revenus moyens, des revenus qui sont acceptables pour chacun. Voilà, c'est une part de solidarité, c'est un dispositif qui a été vu avec cette vision de justice. Madame la ministre, bien consciente du contexte budgétaire dans lequel s'inscrivent nos discussions, je me dois donc de saluer et de vous remercier, Madame la ministre, pour la stabilité de ce budget pour 2017, qui témoigne du maintien de l'engagement du gouvernement dans nos territoires d'outre-mer. Mais je suis aussi consciente de la situation de mon territoire et je souhaite vous parler de la sombre actualité et réalité qui frappe la Guyane depuis bien trop longtemps et pousse aujourd'hui les Guyanais à exprimer une colère légitime. En 2015, nous avons eu 38 homicides à déplorer. Et déjà, pour 2016, nous en sommes à 39. 39, beaucoup trop, Madame la ministre. 39, c'est pour lesquels je suis là ce soir. Car il m'a semblé nécessaire, dans cette enceinte de la République, comme a dit le Président, la représentation de la Nation, de rappeler qu'on ne peut pas mourir chez soi, devant ses enfants, par une arme à feu. Et c'est ce qui est arrivé à notre collègue, qui est un politique comme nous, Patrice Clette, et qui a été inhumé cet après-midi dans sa ville chérie, Sinamari. Cette insécurité est amplifiée par une situation sociale, sanitaire et économique au bord de l'implosion, avec des hôpitaux dépassés, une économie à bout de souffle et une immigration incontrôlée. Mes chers collègues, cette réalité est intolérable et insupportable. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il nous est impossible de nous réjouir des futurs succès d'Ariane 6 sur fond de misère et de drame humain. L'État doit assumer et réaffirmer sa souveraineté au travers de l'exercice de ses compétences régaliennes. C'est tout le sens du pacte d'avenir pour la Guyane que j'ai exigé ici même il y a 3 ans lors d'une mission budgétaire outre-mer. Les escadrons de gendarmerie doivent être consolidés, mais pas que. L'ensemble de la chaîne judiciaire doit enfin disposer des moyens nécessaires et indispensables à la réalisation de ces missions. Des mesures éducatives de prévention de la délinquance juvénile doivent également être renforcées. Face à la prolifération et la circulation des armes à feu, une mission interministérielle a remis un rapport sur les armes à feu
et a dit et a insisté sur la nécessité de procéder rapidement à un recensement des armes et de leurs détenteurs. Alors, Madame la ministre, le gouvernement est-il décidé à mettre en place une réglementation sur le permis de port d'armes en Guyane et surtout à s'engager avec et pour les Guyanais contre toutes les formes d'insécurité? Je vous remercie. La députée, nous sommes à la veille de l'enterrement de Monsieur Klett, qui est un élu, donc aujourd'hui, ce soir. Donc, bien sûr, nous partageons tous la peine, votre peine, la peine de ce territoire. Nous adressons bien sûr à la famille, à ses proches, toutes nos sincères condoléances. Le sujet que vous abordez, et vous l'avez abordé de façon très globale, puisque vous avez balayé le sujet immédiat qui est la sécurité, et vous avez abordé le sujet du port d'armes. Vous avez aussi abordé très globalement la mobilisation tant sur l'éducation que sur l'insertion, l'accompagnement des jeunes. Donc on voit bien que ce sujet de la violence meurtrière, est un sujet qui doit être d'ailleurs pas, hélas, qu'en Guyane, mais globalement à chaque fois qu'il se pose dans nos territoires, il doit être abordé de façon toujours très globale. En ce qui concerne, je vais reprendre le sujet sur l'approche globale et votre bagarre, votre combat pour qu'à terme nous soyons dans ce pacte d'avenir, son écriture, son partage et puis sa matérialisation. Nous y sommes presque, dans quelques jours, nous allons signer ce pacte d'avenir. Donc c'est un grand pas, et ce grand pas a été fait grâce à beaucoup d'entre nous, mais surtout grâce à votre détermination concernant ce projet. C'est une bonne nouvelle parce que en relisant et en regardant ce pacte d'avenir, nous sommes vraiment bien dans le balayage global, tant en termes d'infrastructures du territoire guyanais, et je parle du logement, je parle de la mobilité, mais aussi de tous les autres sujets, dont le sujet éducation, et Dieu seul sait que sur ce territoire, nous avons besoin d'investir énormément. Ensuite, et vous l'avez dit, il y a ce sujet du port d'armes, il y a eu les rapports, le rapport que vous avez cité, on ne part pas de rien, il y a des situations, c'est vrai qu'il y a une situation particulière sur la Guyane, particulière sur certaines armes, parce que la réglementation nationale ne s'applique pas pour toutes les catégories d'armes de la même façon. Donc, de ce point de vue et de l'approche sécuritaire, je veux dire ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. C'est que j'ai demandé au préfet de Guyane, de concert avec le ministre de l'Intérieur, de faire pratiquer des contrôles accrus par la police et la gendarmerie pour permettre la saisine d'armes sur cette thématique. Il faut que nous puissions démultiplier les contrôles et la saisine d'armes qui ne rentraient pas dans le cadre. Vous le savez, c'était aujourd'hui annoncé, l'escadron est arrivé en Guyane, l'escadron promis par le ministre de l'Intérieur. J'ai demandé aussi d'organiser une concertation élargie avec les collectivités pour que nous puissions mettre en œuvre une réglementation qui permettrait de traiter l'acquisition en Guyane, mais ailleurs aussi, et la détention d'armes. D'une part, mais aussi leur utilisation. Parce que le rapport que vous avez évoqué tout à l'heure, ainsi que les suggestions qui étaient, que vous avez reformulées, pourront très certainement servir de base à une concertation élargie. Je pense qu'il faut vraiment que nous soyons sur cette concertation élargie, parce que pour avancer sur cette réglementation qui concerne les armes, il faut que la population soit aussi associée à cette démarche et soit volontaire. Et vous le savez qu'il peut y avoir une différenciation entre
les gens de l'intérieur, pour aller vite, et les gens du littoral, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une pratique de la chasse et il y a l'utilisation de ces armes. Voilà, Madame la députée, notre mobilisation, notre volonté sur du court terme et sur du moyen terme d'avancer sur ce sujet. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans le programme 123 de votre budget, vous attachez une importance particulière à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. En mars 2015, un plan logement outre-mer était lancé. L'objectif est de construire annuellement 10 000 logements sociaux neufs ou réhabilités pour relancer la politique du logement dans nos régions. S'inscrivant dans le prolongement des engagements et actions de l'État, ce plan permettrait de répondre aux besoins de la population au regard des évolutions démographiques et économiques de nos territoires. Un an après le lancement du plan logement outre-mer, êtes-vous en mesure d'en faire un bilan d'étape? Par ailleurs, dans le domaine du logement social, le Premier ministre annonçait en mai 2016 la suppression de la procédure d'agrément pour le bénéfice du crédit d'impôt accordé pour la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer. Cette simplification proposée dans un souci de fluidification des financements du logement social s'est-elle traduite dans les faits? Et Madame la Ministre, j'en profite ce soir pour attirer votre attention sur le logement évolutif social, en panne dans certains de nos territoires. Sur la base de la loi de 1984, sur la location-accession, un opérateur propose, en mobilisant le dispositif du prêt social location-accession, de créer un produit nouveau, le prêt social location-accession très social. À travers ce contrat de location-accession, les accédants aux très faibles revenus acquièrent ainsi le droit de devenir propriétaires, ce qui les incite, en tant que locataires, à s'approprier et à respecter le logement. Créer ce dispositif, Madame la Ministre, en accordant une subvention sur la LBLU, en complément du crédit d'impôt, favoriserait la cession à la propriété des plus défavorisés, réduirait les situations de RHI ou de logements indignes, de copropriété dégradée et d'habitat informel. Je termine là mon propos et je vais aussi droit dans le sens de ce qu'a dit ma collègue Berthelot, parce que la violence, elle est un peu partout sur nos territoires. Et c'est vrai, la chasse aux armes, on en fait dans mon département, la Guadeloupe, mais malgré ça, on tue. Et on tue gratuitement. Madame la députée, le bilan est long parce que l'action a été rapide et soutenue par, bien sûr, ma prédécesseure et nous continuons dans cette dynamique en amplifiant sur certains points, dont le dernier que vous avez signalé sur le prêt social locatif, évolutif parce que nous avons d'accession, parce que c'est un vrai sujet. Ceux qui ont des revenus modestes ont envie aussi de devenir propriétaires. Sauf que nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons mis en place dans la loi égalité réelle une mesure qui est intéressante et qui va stimuler ce dispositif, mais nous avons également installé un groupe de travail qui est déjà en cours pour que nous puissions protéger aussi les personnes qui rentrent dans ce dispositif d'acquisition de logement alors que leurs revenus sont faibles et ils peuvent être en situation difficile. Ça, c'est un sujet que nous avons pris à bras-le-corps parce que c'est une vraie attente de ces populations. Rapidement sur le bilan que nous pouvons faire de ce plan logement outre-mer, d'abord c'est que toutes les déclinaisons territoriales ont été signées et ont été lancées, que, je l'ai dit tout à l'heure, les crédits d'impôt, défiscalisation, tout cela a été prorogé, que nous avons aujourd'hui également interrogé, et ça répond peut-être en complément à la question de Madame Huguette Bello sur la Caisse des dépôts et consignations, nous avons aussi interrogé la Caisse des dépôts et consignations sur la mobilisation de la Caisse sur le financement des hauts de bilan. Parce que dans ce cadre-là, la Caisse des dépôts et consignations doit intervenir aussi
pour stimuler la production de logements et donc soutenir mieux les bailleurs sociaux dans l'accompagnement de leurs programmes. C'est chose faite puisque nous avons aujourd'hui la réponse de la Caisse. Nous avons, et je l'ai dit pour Mayotte, bientôt nous installerons l'établissement foncier et c'est très important. L'opération d'intérêt national en Guyane se met en place et c'est absolument important. Nous avons, et je ne reviendrai pas dessus, tous les dispositifs d'amélioration de l'habitat que nous mettons en place et qui seront bientôt effectifs, mais surtout le vrai élément qui a eu un effet levier, c'est l'intervention, suite à la demande du Premier ministre, de cet allègement de la procédure sur l'agrément fiscal. Et véritablement, nous avons boosté là la production de logements puisque la LBU, en tout cas la consommation des chiffres de LBU, a été augmentée de 12 points. Donc, il y a l'ensemble de ces mesures et cette mesure en particulier qui fait que nous sommes dans une démarche très dynamique. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.